Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 4e volet de notre semaine sur les enjeux de l'eau, avec un dossier consacré à la vente d'eau minérale. Au programme également de cette émission, la lutte contre la corruption progresse au Nigeria. Un rapport vient de révéler plusieurs opérations frauduleuses dans les dépenses de l'armée. Et en République démocratique du Congo, une partie de l'opposition continue de rejeter le dialogue national. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes Jean-François Candy, bienvenue. Bonsoir Fanny. Samuel Gambon, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Et Alfred Chongo, bienvenue. Merci Fanny, et puis à mes très chères téléspectatrices, je leur souhaite la bienvenue sur ce plateau. Tout de suite, l'actualité du jour. La lutte contre la corruption progresse au Nigeria. La commission d'enquête chargée d'auditer les dépenses militaires vient de publier son rapport. Un rapport qui révèle plusieurs transactions frauduleuses et notamment un détournement de 2 milliards de dollars destinés à la lutte contre Boko Haram. Lisez Sekizimana. Révélation sur les fraudes à l'armée au Nigeria. Le président Muhammadu Buhari avait institué au printemps une commission spéciale de 13 membres chargée d'enquêter sur les contrats d'achat militaires de 2007 à 2015. Même si le contenu du rapport n'a pas été rendu public, la présidence a annoncé à travers un communiqué mardi 17 novembre 2015 que plusieurs transactions financières illicites et frauduleuses figuraient dans son rapport. Les révélations du rapport sont extrêmement inquiétantes, compte tenu que ces malversations ont eu lieu à un moment où l'armée combattante l'insurrection dans le nord-est avait un besoin désespéré d'équipements et de munitions. Si les fonds siphonnés par ces entreprises douteuses avaient réellement été utilisés dans le but auquel ils étaient destinés, des milliers de vies innocentes de Nigérians auraient été épargnées. Selon ce même communiqué, le président Buhari a ordonné que tous ceux qui sont impliqués dans des contrats frauduleux d'achat d'armes et d'équipements rendent des comptes. Le président a pris à bras le corps la lutte contre la corruption et le fait pour lui d'avoir procédé à une recherche minutieuse de l'information en la matière concernant l'armée est déjà une très bonne chose. On sait que c'est la Grande Muette où la protection de l'information est parfaitement maîtrisée. Donc s'il est arrivé à avoir suffisamment d'informations sur les dérives qui ont été enregistré au cours de la lutte contre Boko Haram ou bien au cours de ces quelques dernières années, je pense qu'il arrivera à trouver les mécanismes et les moyens nécessaires pour pouvoir clarifier la position de l'armée sur les questions de corruption. Et au-delà de l'armée, je pense qu'il aura suffisamment de moyens pour aller jusqu'au niveau de la fonction publique. Les malversations citées dans ce rapport concernent particulièrement le bureau du conseiller à la sécurité nationale. Sur les 513 contrats étudiés, 53 se sont révélés frauduleux. Des contrats fictifs et fantômes de 2 milliards de dollars auraient été conclus pour l'acquisition de 4 chasseurs Alpha Jet, 12 hélicoptères et des explosifs et munitions pour le compte de l'armée. Jean-François, que vous inspirent ces révélations de ce rapport sur les dépenses militaires et notamment ces 2 milliards de dollars qui étaient destinés à la lutte contre Boko Haram? Fanny, ce sont des révélations qui sont naturellement choquantes. Elles sont choquantes et il faut saluer ce que le président Buhari fait. C'est une lutte qui est nécessaire dans ce pays parce qu'il faut quand même le dire, le Nigeria est un grand pays réputé pour le bien, c'est la première économie du continent, mais il est réputé aussi, c'est un pays qui est réputé aussi pour être gangréné par la corruption, par des trafics, par des malversations de cette nature-là, et il est bien que on commence à s'y attaquer. Là, c'est le Nigeria, mais il faut, par rondes successives, ce serait bien que ça s'étende un peu à l'Afrique, mais c'est aussi un acte courageux parce que il faut mener ça jusqu'au bout. Vous vous rendez compte du nombre de morts auxquels on a assisté. Ces personnes qui ont commis ces actes-là sont aussi criminelles que Boko Haram, sont aussi criminelles que... Et il faut rechercher leurs responsabilités. Et quand je disais tout à l'heure que c'était courageux, ce qu'il faut espérer, c'est que le pays étant gangréné de cette manière-là et les autorités qui sont mises en cause étant
en réseau, il faut espérer que le président Buhari, en tout cas le système qu'il a mis en place anticorruption, va aller jusqu'au bout et que ça ne se soldera pas par des règlements de compte pour essayer d'échapper à la fois à la commission anticorruption et à la justice. Mais vraiment, il faut saluer le courage de mener ce type d'opération. Alfred, qu'est-ce que cela implique, cette corruption, dans les plus hautes sphères de l'État ? Fanny, plusieurs choses. La première, c'est que Goodluck Jonathan ne tenait pas son monde. Et qu'au fond, si la corruption a pu proliférer de cette manière-là, et notamment dans ce bureau qui était très proche de la présidence de la République, ça veut dire qu'il ne tenait pas ses hommes. Ou alors il fermait les yeux pour être tranquille. Et d'ailleurs, on s'étonnait beaucoup sur ce plateau que la première armée d'ailleurs d'Afrique de l'Ouest, quand on connaît les exploits de l'armée nigériane, notamment dans le cas de l'ECOMOG, Sierra Leone, Libéria, etc., on s'étonnait effectivement que cette armée-là puisse être défaite, décampée devant Boko Haram. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est qu'effectivement, la société nigériane est gangrénée d'en haut jusqu'en bas par ce phénomène de corruption, parfois de passe-droit, qui débouche sur justement cette forme de gabegie et puis d'impéritie. Et donc enfin, Goodluck Jonathan, Muhammadu Buhari, quand il avait été pour la première fois aussi président, il s'était attaqué à cette question de la corruption. Je pense qu'il y a de la continuité en fait dans son esprit. C'était un engagement de sa part pendant la campagne, dire qu'il faut, si on veut sortir vraiment le Nigérien de cette crise permanente, il faut lutter efficacement, mais alors durablement contre la corruption. Ne pas faire un peu comme le Cameroun l'a fait avec l'opération Épervier au fond, quand on veut embêter quelques politiciens qui veulent élever un peu la tête ou la voix, le président, bon ben voilà, on arrête quelques ministres et puis ça s'arrête, ça repart de plus belle. Donc il faut qu'il y ait de la suite et de la continuité dans cette enquête-là et que des conséquences judiciaires soient tirées justement du rapport. Merci. Dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, une partie de l'opposition refuse de participer au dialogue national. Il soupçonne le président Joseph Kabila de vouloir obtenir à travers ce dialogue le glissement du mandat présidentiel qui va aboutir au report des élections prévues en 2016. Alun Guindo et Almarie Diaz-Borges. Le dialogue national en République démocratique du Congo boycotté par une partie de l'opposition. Le président Joseph Kabila a appelé ce 8 novembre 2015 au dialogue national en République démocratique du Congo, un forum qui, selon le chef de l'État congolais, doit commencer avant la fin du mois de novembre 2015 et réunir les différents partis politiques et la société civile du pays. Objectif, baliser la voie à des élections crédibles et apaisées. Un projet rejeté par plusieurs membres d'opposition, notamment le mouvement lumumbiste progressiste. Dialogue est une supercherie qui permettra à M. Kabila d'avoir un troisième mandat, de changer la constitution et d'aller à la transition. Notre mouvement et les FAD, le Front anti-dialogue et le MLP et la majorité du peuple congolais rejettent ce dialogue. La preuve est que le 19 janvier courant de cette année, la population a démontré sa volonté d'exiger le départ de M. Kabila. Le débat sur le financement des élections divise également les acteurs politiques congolais. La CENI avait, dans un rapport publié au mois d'octobre 2015, indiqué qu'elle n'avait pas bénéficié de la totalité de la somme prévue pour le processus électoral entre 2013 et 2015. Le budget total de la Commission électorale indépendante pour organiser les nombreux scrutins de 2016 s'évalue à environ 580 millions de dollars. Une somme jugée insuffisante par la CENI qui avait réclamé 1 milliard de dollars, mais aussi par l'opposition qui craint un glissement de calendrier électoral. Notez que lorsque la CENI n'a pas de l'argent, c'est le gouvernement qui donne de l'argent. Pourriez-vous comprendre qu'en 2014, le gouvernement de la République, dans l'analyse et la recherche et les études présentées par la Cour des comptes, une institution publique, le gouvernement a dépensé et a décaissé plus d'1 milliard de dollars dans des projets qui ne figurent pas dans le budget. Le gouvernement fait un grand dépassement budgétaire. La République démocratique du Congo reste à ce jour sans calendrier électoral, alors que 9 scrutins, dont l'élection présidentielle, doivent être organisés d'ici à 2016.
Samuel, est-ce que cette crainte d'un glissement du mandat présidentiel est justifiée selon vous? Oui, cette crainte est justifiée à partir du moment où le calendrier électoral n'est pas clarifié aux yeux de l'opposition, aux yeux des acteurs politiques en présence. Et ce qu'il faut d'ailleurs préciser aussi par rapport à cet imbroglio, c'est que l'opposition a toutes les raisons d'avoir une claire méfiance vis-à-vis des institutions ou des dispositions électorales prévues qui sont en vigueur, parce qu'aucune protection n'est assurée. On parle de dialogue, mais qui doit assurer le dialogue? Si la CENI est dépendante financièrement de l'État, est-ce que la CENI va protéger les dispositions électorales en faveur de l'opposition? Je pense que pour que la médiation, pour que le dialogue puisse avoir lieu, il faudrait qu'il y ait une médiation internationale ou une médiation d'une partie qui soit complètement neutre, sans quoi il faut s'attendre à ce que soit les scrutins seront reportés, soit ce seront des violences préélectorales qui pourront fragiliser davantage la République démocratique du Congo. Mais en tout état de cause, il faudrait qu'il y ait une médiation et que les acteurs en présence puissent participer pleinement à la mise en place des dispositions électorales qui vont encadrer les opérations électorales tout au long de leur processus. Alfred, est-ce que c'est le fait que le président Joseph Kabila ne se soit pas prononcé clairement pour l'instant qui nourrit toutes ces craintes? Non seulement à ce silence incompréhensible, mais il est coutumier du fait. On l'a vu il y a 1 an ou 2 lorsque, dans des circonstances différentes, il était question de mettre en place des concertations nationales, ça s'appelait comme ça. Les concertations avaient eu lieu. Il a fallu à Kabila 1 an pratiquement pour nommer un nouveau gouvernement qui n'en était même pas. Et alors vous imaginez provoquer un dialogue maintenant pour discuter de quoi alors que les choses sont sur la table depuis longtemps? Non, ça c'est de la mascarade tout simplement. Alors la CENI dit qu'elle n'a pas reçu l'argent qui lui revient pour préparer les scrutins. Mais le gouvernement congolais n'a même pas décaissé déjà sa quote-part. En réalité, les élections en RD Congo, et notamment la présidentielle, sont une manne, justement, on parlait de corruption à propos du Nigeria, mais quand ils exigent de la communauté internationale qu'elle participe, etc., parce que la plupart de ces gens se disent, c'est la dernière occasion que nous avons de nous enrichir, de mettre plein les fouilles, et puis comme ça, nous partirons et puis terminer. Et donc, on est vraiment là dans le cas typique de cette impéritie, de cette incurie de la République démocratique du Congo, mais c'est légendaire au fond. Ce pays est malade de sa classe politique, et ça se vérifie encore. Quand on entend les déclarations des uns et des autres, on se dit, mais enfin, mais vous saviez qu'il y aurait des élections en 2016, mais que n'avez-vous pas prévu justement toutes ces choses-là? Jean-François, rapidement, est-ce que ce dialogue national, il est aujourd'hui nécessaire? Depuis un certain temps, et encore plus en regardant le reportage, je m'interroge sur l'objet réel du dialogue. Est-ce que le dialogue a pour objet de décaisser les sommes qui manquent? Vous voyez, vraiment, ça nous fait tous rire. Est-ce qu'il a pour objet de procéder au recensement de la population, ce qui est une opération normale? Est-ce qu'il a pour objet... Il a pour objet quoi? Donc, pour pouvoir se prononcer sur la nécessité, encore faudrait-il que les choses soient claires. Et je partage entièrement ce qui a été dit tout à l'heure par Alfred. C'est une honte pour l'Afrique de tendre toujours la main sur des opérations dont nous savons qu'ils correspondent à des cycles et à une répétition dans le temps. On n'est même pas capable de pouvoir budgéter ça, prévoir sur la longueur d'un mandat, notamment la préparation des élections. C'est vrai au Congo démocratique, c'est vrai dans beaucoup de pays, malheureusement, d'Afrique francophone. On se sent pas bien d'être africain dans ces cas-là. Merci, nous avons marqué une courte pause d'un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.